avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Dans un premier temps, j'aimerais que tout le monde reconnaisse la grandeur qui l'habite. On a plusieurs qualités qu'on oublie. Alors, j'espère que cette année, elles vont sortir. Et aussi, de s'aimer davantage pour mieux aimer les autres. La santé, c'est important. La joie de vivre et la sainte paix. Alors, on va passer une année extraordinaire. Et sans plus tarder, je vous présente Patrick, un gars passionnant, passionné de la nature et de bien d'autres choses. Alors, on va passer un très bon moment ensemble. Bonjour, Patrick. Bonjour, Diane. Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Quand je t'ai entendu avec toutes tes effervescences, je me suis dit, ce bonhomme-là, il faut absolument l'inviter. Et j'espère qu'on aura plus qu'une rencontre parce que tu as beaucoup de choses à nous rappeler, à nous raconter. Alors, dans un premier temps, on va aller au début. Parle-moi de ton enfance et ton amour pour la nature. Oui, effectivement, l'amour pour la nature, aussi loin que je peux me souvenir, c'est vraiment avec mon père où on habitait, en Abitibi. Je viens de Val-d'Or, plus précisément. Et la maison où on habitait, derrière, c'était la forêt. Puis c'était notre terrain de jeu. C'est là que j'allais bâtir la cabane en bois rond avec mon père. Puis le contact avec la nature s'est fait à ce moment-là. Puis, en grandissant, j'ai adhéré au mouvement scout, qui est c'est vraiment une des plus belles choses qui a pu arriver là, pour moi dans mon enfance. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai fait partie du mouvement scout. Donc, évidemment, j'étais impliqué au niveau des activités dans la forêt, le canot, vraiment les pistes d'hébertisme qu'on développait. Donc, on apprenait à se débrouiller. Tout a commencé vraiment à cette époque-là. Là. D'accord. Mais tu étais jeune quand tu as commencé. Ton père t'a appris beaucoup de choses. Oui, 7-8 ans. 7-8 ans. Mon père m'a appris vraiment le contact avec la nature. Il est venu m'aider à me montrer comment monter un camp en bois rond, comment on fabrique ça. Puis là, le bois à choisir. Ans. Oui, la grosseur des billots, puis comment on va le faire, parce qu'on peut faire plusieurs façons de faire. Puis mon père, intuitivement, là, il m'a montré comment faire une cabane en bois rond, puis d'apprécier la nature, là, parce que je passais du temps là, dans mon petit camp en bois rond derrière la maison. Là. D'accord. Et toi, tu étudies dans quel domaine, Patrick? Ben, en fait, les études n'ont pas de lien direct avec le plein air. Moi, j'ai étudié en fait en communication. Donc, ça s'appelle Arts et technologies des médias. Donc, c'était vraiment être derrière la caméra. L'idée était, pour moi, c'était de réaliser des émissions, des films. C'était l'ambition que j'avais là, à l'époque. Même, il y a eu une période aussi, c'était devenir animateur de radio. Donc, tout simplement. Donc, c'était dans les communications. D'accord. Mais tu en as fait un peu quand même, non? Oui, plusieurs années. Là, donc, j'ai été monteur, infographiste. Ensuite, j'ai travaillé au niveau du développement de logiciels. Donc, c'était vraiment mes études qui m'ont amené à travailler dans ce milieu-là. Là. D'accord. Et pourquoi la marche? Parce que c'est la marche qui te passionne, toi. Oui. Mais la marche, je pense que c'est venu naturellement parce qu'on marche à tous les jours. Puis là, de marcher en forêt, c'était un plus. Mais ça, je le savais pas. Hein. J'ai pas dit aujourd'hui je marche, puis là, c'est dans la forêt, c'est pour le bien-être. C'est beaucoup plus subtil que ça. Là, il faut remonter plus dans les années 2000, début des années 2000, où à un moment donné, avec ma conjointe à l'époque, on dit on se trouve une activité, puis on s'est dit on va aller marcher. On va aller dans les Adirondacks, c'est aux États-Unis, dans l'État de New York. Ah oui. Puis là, on va prendre une marche, on va en forêt, on va faire une montagne. Puis à partir de ce moment-là, je me souviens encore la montagne qu'on a fait, là, ça s'appelle le Mont Phelps. Puis à ce moment-là, c'est un déclencheur pour dire, là, je vais en faire encore et encore. Donc à tous les week-ends, là, on était partis en forêt puis en camping. Là. Et puis, quelle ville tu as visité, quel sentier tu as fait? Tu en as fait plusieurs, j'imagine. Puis, j'imagine aussi que marcher dans la ville puis marcher dans la forêt, c'est différent. Oui, tout à fait. Les bienfaits sont multipliés quand on est dans la forêt. Donc, vraiment le bien-être, parce qu'on se retrouve en nature, le calme, hein? Il n'y a pas les voitures, il n'y a pas l'effervescence urbaine de la ville, mais il y a l'air qu'on respire, les odeurs, la terre, le sol où on dépose les pieds, les racines qu'on passe par-dessus, le roc qu'on pile dessus. Donc, c'est un gros contact avec la nature. Donc, ça vient nous, comme on dit, là, nous grounder, là, ça vient nous chercher.
Donc, c'est vraiment le bien-être de marcher en forêt. Puis, l'idée aussi, c'est de le partager. Donc, de ne pas être seul. Donc, aller marcher à deux ou à plusieurs pour partager l'expérience d'être dans la forêt. Les sentiers sont différents. On doit sûrement, dans certains sentiers, rencontrer des arbres qui, je sais pas moi, du cèdre ou du bouleau. On respire autrement, des senteurs différentes. Oui, bien effectivement, c'est la beauté de marcher en nature, c'est que c'est toujours différent. Puis c'est toujours différent aussi plus on monte dans la montagne. Donc le décor change, les essences d'arbres changent, la faune change. Donc c'est toujours différent. Puis même ensuite, de saison en saison, c'est différent. Donc on en profite vraiment, on peut vraiment se ressourcer en allant dans la forêt à tout moment. Y aller aujourd'hui, puis y aller la semaine prochaine, c'est différent, même si on va au même endroit. Oui, c'est comme aller se baigner. Oui. C'est jamais la même expérience, oui, c'est ça. Oui. Mais aller dans la montagne, moi j'ai déjà essoufflé, là, parce que depuis tantôt tu me parles de montagne, mais on doit avoir une santé spécifique. Parce qu'il faut commencer doucement, j'imagine. Ça dépend à qui tu as affaire. Hein? Oui, bien, je pense que c'est ça. Moi, j'accompagne des groupes. Puis, ça, je le fais depuis le début, ça fait une vingtaine d'années. Donc, informellement, c'était un hobby. Bien, j'organisais des groupes et je les amenais en montagne. OK, là, c'est devenu une passion, mais plus qu'une passion. Là tu vois, kilométrage, kilomètre, moi. Oui, oui. Il y a du kilométrage aussi. Oui. Oui, bien, c'est ça. Moi, depuis une vingtaine d'années, j'accompagne des groupes. Donc, quand on accompagne les groupes, on ne fait pas des randonnées pour soi-même nécessairement. Par exemple, si on y va, je vous amène là, à faire une randonnée, bien, je vais m'assurer que vous ayez une belle expérience. Donc, je ne fais pas nécessairement la plus grosse montagne, mais je vais m'assurer que vous avez un sentiment d'accomplissement, que vous êtes bien, puis vous êtes fier de ce que vous avez fait, puis que vous allez avoir envie de revenir. Parce que si le défi est trop gros, trop grand, bien, ça se peut que vous dites, bien là, j'en ai assez, moi, là, c'était trop, puis j'aime pas ça marcher. Donc, faut vraiment doser l'activité, l'endroit où on va aller. Donc, ça peut être du plat, ça peut être du faux plat. Après ça peut devenir des plus grandes montagnes. Donc, progressivement, on va faire notre bout de chemin. On ne marche pas de la même façon, là, dans tous ces sentiers-là qui sont rocailleux ou autres. Là. Oui. Alors, il faut vraiment avoir une idée avant, parce que c'est bien beau partir avec le cœur débordant de joie, d'aller marcher, mais si tu ne sais pas marcher, il me semble qu'il faut apprendre à marcher, non? Oui, bien c'est ça, c'est vraiment bien que vous dites ça, parce que moi, aujourd'hui, je donne des formations de comment marcher. Vraiment? Oui, en fait, c'est la marche afghane. Ça vient ça a de nom, afghan seulement que de nom. Là, c'est quelqu'un qui l'a découvert en visitant l'Afghanistan. Mais c'est une façon d'apprendre à marcher pour être dans le moment présent. Donc, c'est vraiment pour pouvoir être en présence de soi, pour être bien, puis pouvoir marcher dans différentes situations. Donc, c'est une respiration. C'est une marche qui est basée sur la synchronisation de la respiration sur ses pas. Puis là, ça dépend de la topographie du terrain. Si ça monte, ça descend, si c'est plat, on peut changer de rythme à ce moment-là. Donc, il y a une façon de marcher qui nous permet de marcher plus longtemps puis d'atteindre des objectifs là, plus audacieux, si on veut. Là. Alors, toi, tu nous apprends comment marcher? Oui. Arrête donc. Oui, puis un pas à fois, mais comment? Oui. Oui. Alors, dépendant des sentiers, dépendant de ce qu'on trouve sur notre chemin, il y a une façon de faire. Oui, exactement. C'est inimaginable, oui. Puis on développe évidemment ce qu'on appelle la proprioception. C'est savoir l'espace de notre corps là, dans l'espace, savoir où est-ce qu'est notre corps. Notre corps, le cerveau, est capable de figurer qu'est-ce qui l'entoure. Donc on entraîne nos pieds à marcher sur la roche, sur les grosses roches, à marcher sur les racines, sur la terre, sur un sentier plus de gravel, pour stimuler le dessous des pieds, entre autres, pour être sûr qu'on s'habitue à marcher sur différentes surfaces. Puis, on prévient les blessures aussi quand on... Alors, il faut vraiment être présent. Ah, c'est exactement ça. Le moment présent. Le moment présent. Il est important à ce moment-là. Oui. OK. Et puis, mais j'imagine aussi que quand tu parles de roches, de sable et de tout, est-ce que ça prend des espadrilles différents ou si c'est toujours la même? Est-ce qu'il faut en avoir 3, 4? Mais tu sais, c'est une femme là, qui te parle. Oh, peut-être que ça en prendrait plusieurs, mais non, effectivement, la marche, ça, c'est un sport qui coûte presque rien. Donc, il faut avoir une bonne paire de chaussures, puis c'est suffisant. Là. Il y a une façon. Moi, aujourd'hui, je conseille les gens sur les caractéristiques d'une bonne chaussure de marche, mais on en a besoin d'une. OK. Oui.
Fait que bon, ben tant mieux. Oui. Fait, mais une bonne qui coûte, qui est bien solide et qui... Oui, puis des propriétés, non, qui ne coûtent pas nécessairement non, très c'est ça, cher. c'est pas le prix là, qui va faire que... Parce que j'entends ça des centaines de dollars, Ouais, non? non, c'est ça, c'est pas nécessaire de dépenser des gros montants. C'est pour ça que moi, les conseils qu'on donne, ça prend une bonne chaussure, il faut investir au moins entre 120 et 150 dollars pour une bonne paire, mais pas besoin d'aller payer 300, 400 dollars pour une paire de chaussures. C'est un sport qu'on veut qui reste quand même accessible. Donc, ça prend des bons vêtements, ça prend quelque chose pour être confortable, des vêtements confortables. Puis avec la température aussi, hein, s'il y a de la pluie, on marche aussi sous la pluie. Oui, est-ce qu'on a un sac à dos? Oui, ça prend un sac à dos. Ça prend un petit sac à dos, pas lourd, mais qu'on apporte l'essentiel, la petite trousse de premier soin, les vêtements de rechange, des bas de rechange, de la nourriture. Les bas de rechange, oui, ça dépend combien de temps, là. Des randonnées pédestres peuvent durer... je ne sais pas, moi, d'une demi-heure, d'une heure, 2 heures, une journée? Ouais. Bien, une randonnée pédestre, en général, là, c'est au moins 4 à 8 heures. Ça, c'est la randonnée pédestre. Mais la randonnée, OK. Puis ça, on marche environ entre 4 et 5 km/h. Sinon, c'est une promenade. On peut aller se promener dans les bois, mais c'est pas une randonnée pédestre. C'est différent. Là, ça peut être une demi-heure. Puis le rythme est plus lent aussi. On profite de la nature, mais c'est une période plus courte, puis on marche plus lentement aussi. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout l'équipement. Mais en randonnée pédestre, il y a un minimum qu'il faut apporter avec nous pour notre sécurité, le confort, puis de bien profiter du moment. Là. Oui. Est-ce que vous restez sur place quand vous faites des 7-8 heures? Ou si vous comptez 4 heures pour aller puis 4 heures pour venir, ou si vous restez? Oui, bien si on prévoit une marche d'à peu près 4 heures, bien c'est possible de passer une nuit. Des fois, on va louer un terrain de camping, puis on va faire notre randonnée de 4 heures, puis on revient. Mais quand c'est des journées, là, des fois, on va marcher sur un sentier linéaire. Là, on devient plus la longue randonnée. On va passer une nuit en refuge. On va partir tôt le matin, on va arriver en milieu, fin d'après-midi, on va dormir en refuge, puis on va poursuivre la même chose le lendemain. D'accord. Mais toi, tu as fait beaucoup de randonnées, puis de marches, j'imagine. As-tu visité d'autres pays? Raconte-moi un peu tout ce que tu as fait, là, ce que tu as visité. OK. Mais en fait, moi, j'étais habitué à faire des randonnées, comme on disait, là, de 4-8 heures, là, une journée. Okay. Donc, je revenais à la maison. Puis à un moment donné, j'ai eu la piqûre, pour dire, je vais en faire plus longtemps. Donc, je suis parti à un moment donné dans l'État du Maine, aux États-Unis. Puis là, je suis allé faire ce qu'on appelle le 100 Mile Wilderness. Ça ne se traduit pas en français, là, c'est ça le nom qui est en anglais. Et ça, c'est une randonnée de 160 km. Donc, 160 km, ils disent 10 jours. Donc, on apporte notre nourriture pour 10 jours, nos vêtements, tout ce qu'on a de besoin. On a un sac à dos bien rempli à ce moment-là. Puis ça, c'était pour tester, voir si je pouvais marcher plus longtemps encore que 10 jours. Avec un sac à dos? Avec un sac à dos. Wow. Là, ça monte, là, il y a beaucoup de dénivelé. Ouais. Donc ça m'a pris 7 jours pour faire ça. Donc, ça s'est super bien fait. Il y a eu de la pluie, on est dans les montagnes, mais c'est un beau défi personnel. Donc, mais vous êtes accompagné? Non, ça, j'étais seul, en autonomie, tout seul. Comme à Compostelle? Ou... Si on veut. En fait, sur Compostelle, on va rencontrer plus de monde. Moi, j'étais dans un endroit où il n'y a pas de ville ni de village. C'est 160 km en forêt. Donc, il n'y a pas de possibilité de sortir pour aller se ravitailler ou aller prendre une douche. Il n'y a rien de ça. Donc ça, c'était en 2015. Attends une minute. Oui. S'il t'arrive quelque chose là, pendant ce temps-là, tu fais quoi si tu es tout seul? Moi, j'ai un système d'urgence que j'amène avec moi, qui est relié à un satellite. Puis à ce moment-là, si jamais il m'arrivait un accident, là, je me brise une jambe, là, je pourrais appeler des secours, puis ils pourraient me localiser. Là. C'est géolocalisé avec un GPS, donc c'est une possibilité. Puis aujourd'hui, le cellulaire entre pas mal au sommet des montagnes, il rentre à plusieurs endroits. Donc il y aurait moyen là, de s'en sortir. Je ne serais pas trop mal pris. J'ai besoin d'être sécurisé. Oui. Alors ça, c'était une de tes randonnées. Oui. Mais tu en as fait d'autres. Dans quelle place? Oui. Dans quel pays? Bien, après ça, pour y aller dans l'ordre chronologique. Oui, s'il te plaît. Tout de suite après, l'année suivante, j'avais besoin d'un autre défi. Puis là, je voulais marcher plus longtemps qu'une semaine. Donc là, je suis parti à la frontière du Massachusetts, toujours aux États-Unis. Frontière du Massachusetts et du Vermont. Et là, j'ai dit, je vais monter au Canada.
Donc, j'ai traversé l'État du Vermont par un sentier qui s'appelle le Long Trail. C'est un long sentier balisé. Il y a un peu plus de monde que sur l'autre que j'avais fait l'année précédente. Mais là, c'était un 3 semaines là, de marche. Seul? Non. J'étais seul, oui, mais j'ai rencontré plus de monde. J'ai croisé plus de personnes sur ce sentier-là. Mais c'est le même principe. On marche le soir, on arrive dans un refuge, on dort, puis on repart le lendemain matin pendant 17 jours. Là. Donc ça, c'était 2016. Puis là, c'était un peu le test pour partir pour ce qu'on appelle l'Appalachian Trail. En français, c'est le sentier des Appalaches aux États-Unis. Donc c'est un sentier, lui, de 3500 km. Ah. Lui, c'est de partir de la Georgie et monter toute la côte est des États-Unis jusqu'à l'État du Maine. Et ça, on parle d'une randonnée d'à peu près 5 mois. C'est entre 4 et 6 mois, selon les personnes. Moi, ça m'a pris 5 mois pour le faire. Tu avais quel âge, Patrick? Ça fait 3 ans de ça. Là. Donc, oui? Oui, 47. Donc, puis ça, il n'y a pas d'âge. Hein? Non. Sur l'année que j'ai fait l'Appalachian Trail, le 3500 km, il y a un monsieur qui s'appelle Greybeard, c'est son surnom. C'est Dale Sanders, son véritable nom. 82 ans. Oh oui. Puis je l'ai rencontré. Là, c'est un homme dynamique, en pleine forme. Puis lui, il a réussi, la personne la plus âgée à avoir fait l'Appalachian Trail. Oui. Donc, 82 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Il y a moyen de faire, là, ça dépend des conditions de chacun, mais c'est pas l'âge qui est la limite. Là. Mais s'il est passionné pour ça puis qu'il en a fait toute sa vie, c'est sûr qu'à 82 ans, il était capable de faire ça. Exactement, oui. C'est-tu ton objectif? Moi, je veux lui y retourner. Peut-être y retourner encore plus tard, mais mon objectif, c'est d'y retourner, évidemment. Là. D'accord. On verra à 82 ans comment ça se passe. Là. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est très... c'est quasiment être un moine. Il y a une espèce de spiritualité là-dedans qui est très présente. Hein? Parce que quand on est avec soi-même puis qu'on marche dans la nature, on est près d'une dimension qui est autre que celle du quotidien qu'on a tous les jours. Là. On a sûrement avoir peut-être des perceptions extrasensorielles. C'est sûr qu'on se retrouve avec soi-même. Donc, on revoit notre vie, on repense à qui on est, à qui on veut être aussi. En fait, à chaque longue randonnée que j'ai fait, je suis devenu toujours une meilleure personne, selon mon point de vue. Donc, c'est sûr qu'on réfléchit beaucoup. On réfléchit à notre vie, à notre famille, à qu'est-ce qu'on veut accomplir dans la vie. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai démarré mon entreprise, mais ça vient de l'Appalachian Trail. Là. C'est une idée que j'ai germée à un moment donné. Puis moi, j'aurais envie de partager avec les gens l'expérience que j'ai en sentier, puis d'amener les gens à jouer dehors, à sortir dehors. Donc, ça amène à plein de réflexions comme ça. Là. Puis à nos croyances, de qui on veut être entouré, quel genre de personnes on veut avoir autour de nous. Oui, c'est ça. Et tu continues là à d'autres endroits. Tu l'as fait Compostelle, toi? Oui. Ben après. Quand je suis arrivé vers la fin. Je vais plus vite, là. Je vais te suivre. Oui. Une affaire à la fois. Quand j'ai terminé l'Appalachian Trail, là, j'étais déjà en mode de penser qu'est-ce que je pourrais faire l'année suivante. Donc, puis c'est sorti comme ça. Ça a fait Compostelle. Je connaissais rien de Compostelle. Moi, je pensais qu'il y avait un chemin de Compostelle, mais non, il y en a plusieurs. Il y a de nombreux chemins. Donc, je l'ai su juste à mon retour. Je commençais à faire des recherches. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs chemins. Puis, je dis, je pourrais aller. J'en ai choisi un là, qui m'appelait plus que les autres. Moi, Compostelle, ça me dit une randonnée mystique pour arriver à Saint-Jacques. Oui. Et puis là, quand tu me dis qu'il y en a plusieurs puis que c'est d'autres choses aussi, ça m'étonne. Parce que dans la tête, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent penser ça, que c'est ce cheminement mystique d'arriver à Saint-Jacques. Et puis là, non, il y a même de la course, je pense. Oui, il y a des gens qui le font. En fait, maintenant, il y a différentes façons de le faire. On peut le faire en vélo aussi. Là. Il y a des gens qui vont le faire en vélo. Ce qui est parfait, parce que moi, l'idée, c'est que les gens sont dehors, ils jouent dehors. Donc, c'est parfait de le faire. Peu importe la façon dont on le fait, c'est parfait. Mais il y a plusieurs chemins, puis effectivement, c'est mystique. Parce que, entre autres, moi, le chemin que j'ai pris, c'est le Camino del Norte. C'est tout le nord de l'Espagne. Puis ensuite, j'ai embranché sur le Camino Primitivo. Primitivo, c'est le premier chemin de Compostelle, c'est lui. Donc lui, là, on passe sur des ponts romains, c'est encore les dalles de béton de l'époque, on se sent ailleurs, on se sent dans une autre époque. Là. Donc c'est fantastique là, d'être dans ce milieu-là.
Puis la beauté, c'est la rencontre des gens. Parce qu'on est tous là un peu pour la même raison. On aime marcher, puis on veut se retrouver aussi. Donc, c'est un côté beaucoup plus, oui, spirituel. Donc, encore là, on est plus avec nous-mêmes, mais on va à la rencontre des autres. Puis ça, c'est ça le moment, c'est ce que je me rends compte, là, ce qui est magique, c'est la rencontre des autres personnes. Ça, c'est fantastique, ça. Oui, parce qu'on a toute la même longueur d'onde, on dirait, hein? Oui. On a le but est semblable, oui. Et puis on peut mieux communiquer. Oui, tout à fait. OK. Oui. Est-ce qu'on dépasse Saint-Jacques? Est-ce que ça continue plus loin? Oui, bien ça, c'est une excellente question. Saint-Jacques, c'est pas l'objectif ultime en réalité. Ah non? Non, après Saint-Jacques, on peut poursuivre notre chemin d'environ une centaine de kilomètres plus loin. On arrive à Finistère. Finistère, qui veut dire le bout du monde. Ah oui. Puis là, à Finistère, c'est réellement là disons, la fin de notre pèlerinage. Parce que quand on arrive à la fin de notre pèlerinage, on peut tout laisser aller. On peut, le poids qu'on a sur nos épaules là, dans notre vie, c'est un endroit où on peut tout relâcher. C'est la fin du monde. On peut laisser notre passé à cet endroit-là. Donc, il y a des gens qui vont brûler un bout de vêtement. Il y a des gens qui vont lancer une pierre qui ont traîné tout le long du chemin, une pierre qui symbolise un peu justement le poids qu'ils ont sur les épaules, puis ils vont le jeter à l'eau pour s'en libérer. Ah, vous êtes près de l'eau, là. Oui, oui, c'est vraiment là, il y a un phare, là, puis on est vraiment sur une pointe, on est au bout du monde, là. Après ça, on veut renouveler un peu notre esprit, puis notre bagage, et là, on va poursuivre encore quelques jours pour se rendre à Mouchia. Et Mouchia, c'est là où tout renaît. Oh, okay. Donc, on se rend à cet endroit-là. Et là, notre pèlerinage est terminé. Puis là, on renaît. On fait quelque chose de nouveau à cet endroit-là. Donc, c'est la conclusion réelle du parcours. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ce bout de chemin-là. C'est un extra. Hein? Il y a plusieurs jours à faire après avoir atteint la cathédrale de Saint-Jacques, là. Donc, mais pour moi, c'était essentiel de faire ce chemin-là, ce parcours-là. Est-ce que vous êtes guidé? Est-ce que dans ces endroits-là, il y a des gens qui vous accueillent à faire, je ne sais pas, des méditations ou des rencontres de partage? Est-ce que ça tous les jours, le soir, on rencontre... tous les pèlerins se réunissent au même endroit, dans une auberge ou un hôtel, selon le cas. Mais tout le monde partage. Donc, on a une communion à tous les soirs qui se fait parce qu'on va à la rencontre des autres. Donc, des fois, on est dans un dortoir de 10, d'autres fois un dortoir de 35 personnes. Puis là, il y a un échange. Là, il y a un souper en commun qui est fait. Donc, il y a un échange. Il y a des endroits, il y a un côté quand même religieux à certains endroits. Donc, on va aller à la messe. Il y a la messe du pèlerin à la cathédrale. Donc, on est attaché. Moi, j'adore les églises. Donc, c'est certain que je rentre dans les églises puis je prends toujours un petit moment. De toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. Puis des fois, c'est juste une petite chapelle de rien, mais il y a une âme, il y a quelque chose. Donc, on prend 5 minutes pour aller se recueillir, juste pour s'imprégner du moment présent. D'accord. Et pour revenir, est-ce qu'on fait le même chemin ou si on peut prendre l'avion pour venir? Oui, rendu là, au bout. tu sais, si t'es plus capable. Oui. Mais rendu au bout, il y a des gens qui vont faire d'autres chemins. Mais moi, dans mon cas, je suis revenu à Porto. J'ai pris l'avion pour revenir au Canada. J'avais un horaire. Là, je devais revenir au travail. Donc, d'accord. Mais c'est pas. Mais c'est possible. Là, tu ne restes pas pris là-bas. Là. Ah oui, j'ai rencontré des gens qui ont continué le chemin. Les autres ont pris d'autres chemins pour retourner en Italie, par exemple. Retourner en France. Donc, c'est tout ça, c'est aménagé pour la randonnée. Oui, c'est souvent dans des routes de campagne, c'est dans des sentiers balisés. Entre autres, en Espagne, on suit une flèche jaune. Donc, on suit la flèche. Mais est-ce que vous passez à travers des petits villages? Oui, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Moi, pour te donner une idée, là, le matin, moi, je suis quelqu'un du matin. Moi, j'aime partir avec le lever du soleil. Moi, là, j'aime le renouveau. Je pars lorsque le soleil se lève, vers, mettons, 6 heures à peu près. Vers 7h30, 8h, j'arrive au premier village en général, puis là, je prends le premier café de la journée. Puis après ça, je poursuis ma journée. Je me rends au prochain village, j'en passe plusieurs. Vers 11h, midi, je me permets une petite bière froide. Parce qu'il fait chaud, là, il fait 30-35 degrés. D'accord. Donc, on croise toute la journée des villages. Jusqu'à 2-3 heures quand on s'arrête, puis on arrive à notre destination de la journée. Là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Tu es allé à part de Compostelle, de ce que tu m'as dit tantôt? Mais après Compostelle, donc à l'été 2019, là, juin-juillet de 2019, okay. J'ai eu l'opportunité d'aller au Pakistan. Donc j'ai un ami qui voulait faire un sommet d'une grosse montagne là-bas qui s'appelle le K2. Puis lui, il voulait regrouper ses amis, les gens qui trouvaient important dans sa vie, puis pour puissent l'accompagner
là-bas. Puis je suis chanceux, je fais partie du cercle des 6 ou 7 personnes qui l'ont accompagné pour aller jusque là-bas. Donc c'est le trek au camp de base du K2. Donc on se rend, c'est 1 mois de voyage, 15 jours de randonnée en haute altitude, donc dans des villages. En fait, il n'y a pas de village, on passe le dernier village, ensuite on est sur des glaciers, pendant 65 km, on se rend jusqu'au camp de base là, de la 2e plus haute montagne au monde. Donc ça, c'était cet été-là. L'air doit être différent. La différence est remarquable par rapport aux autres? Bien, la différence, puis ça, c'est un bon point. Moi, j'aime beaucoup la nature, respirer l'air du bois. Mais là, il n'y a pas de bois. C'est de la glace, c'est de la roche. Donc ça, oui, il y a une grande différence parce qu'on n'a pas ces odeurs-là. Donc c'est totalement différent. À mon retour là, du Pakistan, la première chose que j'ai fait, je suis allé dans la forêt, dans le nord de la Nodière pour m'imprégner de la nature parce que j'avais pas eu ça dans le dernier mois. Là. Je manquais de la nature, l'odeur de la pluie dans la boue, dans l'herbe, là, ça me manquait. Là. Où, le nord de la Nodière? Le Mont Waro. Oui, moi je parraine un sentier qui s'appelle, c'est une portion du Sentier national, c'est le sentier du Mont Waro. Puis moi je vais là, c'est comme mon sentier ça. Je m'en vais là, je vais faire l'entretien, je vais jaser avec les gens sur le sentier, mais je vais marcher là aussi moi-même parce que c'est un magnifique endroit. Là. Et ça prend combien de temps pour faire tout le sentier, là? Il y a plusieurs petits chemins qu'on peut emprunter. Okay. Donc, il y a un chemin, ça peut prendre 3/4 d'heure pour se rendre à un refuge, mais un autre, ça peut prendre 3-4 heures pour se rendre au refuge. Donc, il y a un 13 km. Donc, on peut prendre la journée là où on peut. Moi, généralement, je vais coucher là. Je me rends au refuge, 13 km, puis je vais dormir au refuge, là, Paul Perrault qu'on appelle. D'accord. En fait, la première décision, c'est de démarrer mon entreprise. Oui. Parce que là, après l'expérience que j'avais, là, une 20aine d'années en randonnée et de vouloir partager, j'ai dit, je vais rendre ça officiel. Donc, moi, j'ai perdu mon emploi où j'étais, là, comme gestionnaire d'équipe et de projet. Puis là, j'ai dit, là, c'est le moment, c'est le signe. Je dois partir mon entreprise. Puis j'ai parti l'entreprise Kilomètre. Donc, Kilomètre, on veut accompagner des gens. On veut les amener dehors, on veut les faire marcher. Puis en sécurité, être bien encadrés. Puis on veut que les gens grandissent dans ça. C'est-à-dire, souvent les gens ont besoin de formation, ont besoin d'information. Donc, le but de Kilomètre, c'est d'informer les gens et de les aider. Donc, j'ai monté un programme où j'ai suivi des formations de marche afghane, dont je parlais tantôt. Puis là, l'idée, c'est de la partager avec les gens. Donc, je me suis monté un programme adapté à moi, ce que j'avais envie d'offrir. C'est basé sur le programme officiel de Marche afghane Québec. Puis moi, je l'ai adapté à mes besoins, puis avec la marche plus en sentier, plus en randonnée. Puis là, je donne la formation régulièrement là, pour aider les gens à marcher. D'accord. Tu as commencé ça quand? L'entreprise a commencé au mois d'août. Donc, les premières formations ont débuté en janvier. Ah, d'accord. Et tu fais ta publicité comment? Tu offres tes services à des compagnies? Comment ça fonctionne? Bien, il y a 2 volets. Il y a le volet individuel, donc grand public. C'est-à-dire, on invite les gens sur les médias sociaux avec lors d'événements. On se rend dans différents événements, puis on propose les services. On commercialise notre service. Puis, il y a aussi le volet entreprise. Donc, l'idée, c'est il y a un grand bien-être à marcher en forêt, réduction du stress, on diminue le taux d'absentéisme dans les entreprises et on veut sortir les employés le temps d'une demi-journée, d'une journée ou un week-end, les amener en nature. Dans le but que quand ils reviennent au travail, ils sont énergisés, ils ont moins de stress, moins d'anxiété, sont plus présents, donc plus performants. Donc, on s'adresse au grand public pour apprendre à marcher, ceux qui veulent faire Compostelle, la marche afghane. C'est indispensable, ça prend ça. Puis en entreprise, on amène les gens à marcher en forêt. Est-ce que l'entreprise peut payer une randonnée à ses employés? Oui, mais tout à fait. Surtout aujourd'hui, en 2020, avec les nouvelles approches en ressources humaines, mais les entreprises sont conscientes que marcher, jouer dehors, c'est bon. Ils ont un retour sur leur investissement, puis ils ont un retour aussi dans la communauté. Parce que là, ils ont une image aussi pour la communauté. L'entreprise, elle sort des employés pour les amener marcher en forêt. Wow, c'est exceptionnel. Donc, ils ont un retour, puis ils le voient.
Et tu en as déjà eu, Oui. je sais pas moi, un comeback, là, on a dit Oui. là, que ça avait profité aux employés. Oui, puis que- j'ai un dimanche, en fait, là, c'était pas sur les heures de travail. L'employeur a organisé la randonnée pour un dimanche. On est parti dans un sentier toute une journée. On était environ une douzaine à peu près. Puis les gens ont marché. Il y a des gens qui n'avaient jamais marché. Il y a des gens qui n'étaient pas habitués d'aller dans des sentiers non conventionnels. Puis au retour au travail, bien, les gens, il y avait plus de collaboration. Quand on marche en sentier, il y a du développement d'équipe aussi, ce qu'on appelle en anglais là, team building. Bien là, les gens ont appris à se connaître. Donc, il y avait plus de collaboration au retour au travail. Il y avait découvert des liens qui ne se doutaient pas là, lorsqu'ils étaient au travail normal à tous les jours. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Mais quand on est en randonnée, on ne parle pas de travail, on parle plus de l'être humain qui est avec nous. Là. Et c'est très bénéfique pour la compagnie. C'est très bénéfique parce que là, les employés, bien, d'un, sont satisfaits, sont plus satisfaits de leur employeur, sont reconnaissants. Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont plus heureux aussi. Donc, ils ont profité de la nature, ils sont plus heureux dans leur milieu de travail. C'est très intéressant, Patrick. On va devoir se quitter pour revenir la semaine prochaine. Oui. Parce que j'ai plein de questions encore, puis je suis très curieuse. Ça me fait Parce plaisir. qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, oui. Bon, parfait. Alors voilà, on vous attend la semaine prochaine et soyez au rendez-vous. À bientôt.